On sait tous pourquoi vous êtes là. The Witcher revient pour une saison 4 et votre curiosité malsaine vous pousse à regarder ce que valent ces nouveaux épisodes. Liam Hemsworth remplace le parfait Henry Cavill, on sait, c'est choquant, mais avant de juger, voici ce qu'il faut savoir sur la saison 3. Trahison, pouvoir retrouver, fausse Ciri, on vous explique tout en 7 minutes, top chrono. Ok, donc au début de la saison 3, Ciri, Geralt et Yennefer sont en fuite. Ils sont pourchassés par Nilfgaard, la confrérie des mages et la chasse sauvage. Si tu as joué à The Witcher 3, tu sais de quoi on parle. La fille d'Emhyr, Elara Dorren, possède un pouvoir inimaginable. Elle peut ouvrir et traverser les sphères, ces mondes qui sont entrés en collision avec la conjonction il y a environ 1500 ans. En gros, Ciri pourrait bien être la clé de tout. Elle pourrait déclencher une nouvelle conjonction et tout le monde veut qu'elle soit de son côté pour faire pencher la balance à son avantage. Notre adolescente est donc traquée de toutes parts mais poursuit son entraînement auprès de Yennefer. Parlons de Yennefer. Justement, la petite copine de Geralt est pas vraiment au top de sa forme. Elle avait perdu ses pouvoirs en saison 2 et semblait prête à tout pour les retrouver. Quitte à livrer Ciri sur un plateau à une démone. Elle s'est ravisée, mais Geralt est pas hyper content et on peut un peu le comprendre. Mais finalement, ses pouvoirs n'avaient pas tout à fait disparu, ils étaient en sommeil et elle commence doucement à les retrouver. Ça tombe plutôt bien parce que de grandes choses l'attendent. Et enfin, notre bon vieux Geralt, fidèle à lui-même, passe le plus clair de son temps à observer tout le monde avec un regard sombre et à grogner. Beaucoup. Sur le continent, c'est pas la joie. Le territoire est plus tiraillé que jamais. Emhyr, le papa de Ciri, continue son expansion militaire et menace les royaumes du Nord. Mais dis-moi Julie, il ressemble à quoi le continent ? Mais tu fais bien de me le demander, Anna. Alors, le continent est divisé en plusieurs royaumes, eux-mêmes répartis en deux entités distinctes. Les royaumes du Nord et les royaumes du Sud. Nilfgaard est au Sud et veut conquérir, tout le reste. Ils ont déjà pris Cintra en saison 1 et l'étau se resserre sur les autres en saison 2. La Redanie, tout au Nord, s'en sort le mieux. Dijkstra et la magicienne Philippa ne manquent pas d'idées pour prendre le contrôle de la confrérie des mages et plus largement du Nord. Et enfin, les elfes sont dispersés partout sur le continent et tentent d'obtenir réparation après l'assassinat du bébé de Francesca, reine du clan des elfes de Dol B'Atana. Ok, maintenant qu'on a le point de départ de cette saison 3, on passe aux choses sérieuses. On commence donc par la Redanie, royaume très puissant du Nord qui veut profiter du chaos provoqué par la conquête de Nilfgaard pour asseoir un peu plus sa domination. Ces petites conspirations, elles sont l'œuvre du maître des espions Dijkstra et de la magicienne Philippa. Le roi, lui, est plus préoccupé par la manière dont on va peindre son portrait que par le sort de son peuple. D'un autre côté, le prince Radovid, lui, est plus malléable et naïf. Il ferait un parfait candidat pour monter sur le trône. Ni une ni deux, Dijkstra et Philippa organisent l'assassinat du roi Vizimir. Ils veulent que Radovid épouse Ciri pour renforcer un peu plus la position du royaume. Sauf que notre roi Radovid est amoureux de Jaskier. Alors ça pose un problème aux deux espions parce que ça remet en question sa loyauté et ça pourrait très rapidement entrer en conflit avec leur plan. Parlons maintenant d'Arethusa parce que c'est aussi un gros morceau de cette saison 3. L'Académie des mages perd de son influence, l'organisation est plus divisée que jamais entre les soutiens de Nilfgaard et les fidèles des royaumes du Nord. Durant le conclave, rendez-vous important pour les mages afin qu'ils décident d'une stratégie commune, Nilfgaard fait un coup d'état. Rience, le magicien pyromane qui traque Ciri depuis un moment, en fait il travaille pour un certain Vigefort. C'est un proche de Tissaia et il est lié à Nilfgaard depuis longtemps. Il œuvrait en gros dans l'ombre pour aider le royaume d'Emhyr à mettre son plan à exécution. Donc là, c'est un vrai bain de sang, la confrérie éclate en morceaux et Tissaia met fin à ses jours. Yennefer n'a d'autre choix que de prendre la tête de l'organisation et de rassembler les survivants. Mais avant, elle fait une découverte qui va tout changer. Pendant l'exploration d'un souterrain, Geralt découvre une créature affreuse créée à partir de magiciennes disparues. Emhyr, ne pouvant pas mettre la main sur sa fille Ciri, a créé un double. Cette fausse Ciri est utilisée par l'empereur pour consolider sa position à Cintra et légitimer sa prise de pouvoir. Il veut l'épouser. Oui, c'est hyper glauque, même si c'est pas vraiment sa fille, ça n'en reste pas moins super glauque. Et ça lui permet de continuer en même temps de traquer la vraie Ciri sans concurrence. En parlant de Ciri, notre petite magicienne apprend à maîtriser ses pouvoirs. Mais pendant le conclave, elle est enlevée par Vigefort. Elle parvient à s'échapper, mais se retrouve coincée dans un entre-deux-mondes assez étrange. Elle y passe beaucoup, mais alors beaucoup de temps à marcher et encore marcher. C'était super long, on n'en pouvait plus.
Elle finit par être capturée par des brigands et réduite en esclavage. Ciri va quand même réussir à se libérer de ses geôliers, mais avant, elle croise une bande de hors-la-loi violents qui s'appelle les rats. Elle les rejoint et se fait maintenant appeler Falka. Geralt, de son côté, n'est pas sorti indemne de son affrontement avec Vilgefortz pendant le conclave. Il est blessé, meurtri par la perte de Ciri, mais n'a pas encore tout à fait baissé les bras. Il est sauvé par Triss qui le confie au bon soin de Milva, une archère émérite à laquelle il va se lier d'amitié. Alors à la manière de Geralt, il faut pas déconner non plus. À la fin de la saison, il se remet en route, prêt à tout pour retrouver Ciri qu'il considère comme sa fille. Clap de fin pour Henry Cavill qui cède sa place à Liam Hemsworth. Ah, on a oublié de le préciser, mais les relations entre Yennefer et Geralt se sont bien apaisées et ils ont presque retrouvé leur complicité d'antan. Pourquoi j'ai fait un clin d'œil ? Avant de passer à la saison 4, est-ce qu'elle nous réserve rapide tour d'horizon de ce qui arrive aux elfes. Donc après la mort du bébé de Francesca, les elfes se rapprochent d'Emhyr pour assurer leur avenir. La Flamme Blanche leur promet la paix et un territoire isolé en échange de quelques hommes pour combattre à ses côtés. Francesca s'y oppose d'abord et puis reconsidère la chose. Alors qu'elle s'apprête à accepter le marché d'Emhyr, elle apprend par Fringilla que c'est Emhyr qui a fait tuer son bébé. Sans surprise, Francesca s'engage sur la voie de la vengeance à tout prix. Donc on récapitule. À la fin de la saison, on a les elfes qui sont prêts à en découdre avec tous les humains, un Geralt affaibli mais qui continue de chercher Ciri, Yennefer à la tête de la nouvelle Arethusa, Emhyr qui utilise une fausse Ciri pour asseoir son pouvoir, Radovid qui est sur le trône de la Redanie et Vilgefortz qui a mis son plan à exécution et on devine c'est le nouveau grand méchant de la série. Et enfin, Ciri est avec les rats et se fait appeler Falka. La saison 4 de The Witcher devrait se concentrer sur la montée du conflit sur le continent et les jeux de pouvoir entre les royaumes. On aura encore quelques trahisons, mensonges et tutti quanti. Yennefer, de son côté, va œuvrer pour redonner à Arethusa sa puissance d'antan, tandis que Geralt va se former une troupe de nouveaux compagnons pour sillonner le continent. La Henza est en route. Il n'est plus un sorceleur indépendant et solitaire, il va devoir choisir son camp et forger des alliances. Pour rappel, la saison 4 va adapter les éléments des romans Le Baptême de Feu, La Tour des Hirondelles et La Dame du Lac. On se retrouve donc le 30 octobre sur Netflix avec les 8 épisodes de la saison 4 et en 2026 pour la saison 5. Tchuss! On vous explique tout en 5 minutes top chrono. On vous explique tout en 6 minutes top chrono. On vous explique tout en 7 minutes top chrono. On vous explique tout en 8 minutes top chrono. On vous explique tout en 9 minutes top chrono. Ce qui serait hilarant, c'est que de tous les trucs que j'ai fait en termes de timing, ce soit plus long. Plus court.